Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Marlène Fabienne Essola Efuntam. Dans le cadre de la formation de cadre du secteur sanitaire, social et médico-social, précisément dans l'UE politique de la ville, nous sommes aujourd'hui interrogés sur comment la crise sanitaire que nous traversons actuellement va creuser les inégalités scolaires. Quelles solutions pour y remédier? Mesdames et messieurs, de par la formulation même de notre thématique, vous conviendrez qu'il est certain qu'il existe bien des inégalités scolaires en France. Ces inégalités s'observent notamment dans le champ des résultats, c'est-à-dire des résultats obtenus, et surtout dans le champ des vocations et professionnelles et de l'insertion professionnelle. Alors, ces inégalités peuvent être définies comme le fait, pour des entités données, d'être classées sous le joug d'une part du favoritisme, d'autre part du défavoritisme. C'est-à-dire qu'il y a dans notre République, d'un côté, des personnes qui sont, de par les conditions existentielles, de par des raisons endogènes et même parfois exogènes, se retrouvent favorisées dans la réussite scolaire que d'autres. C'est donc dans ce sens que nous allons essayer de voir dans quelle mesure est-ce que la crise sanitaire actuelle a pu creuser, a pu amplifier ces inégalités qui sont déjà une réalité. Mais avant, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que le gouvernement français, ou du moins les gouvernements et les politiques, ont toujours été, je voudrais dire, réceptifs et regardant de la réalité qui finalement a pu être actée par le gouvernement du ministre Mauroy en 1981. Alors, conscient de cette réalité, quitte devenait de plus en plus problématique pour le devenir de la France, pour l'équité républicaine, ils ont dû convenir de finalement prendre en considération ces secteurs et ces zones où l'équité républicaine est ineffective pour finalement mettre des moyens afin de les ramener au niveau du reste de la population française pour que tous ensemble deviennent des citoyens au sens de notre devise républicaine, c'est-à-dire des citoyens libres, des citoyens égaux et en toute fraternité. Notons que dans le cadre de notre étude, nous allons plutôt nous focaliser sur les deux dernières valeurs de notre devise, c'est-à-dire l'égalité d'une part et la fraternité de l'autre, sachant que l'une ne peut véritablement exister sans l'autre, surtout que la fraternité devrait venir et aider à effectiviser notamment l'égalité. Car c'est par ce devoir de fraternité que nous sommes, par cette exigence de fraternité, que nous sommes tous conviés par le fondement même de ce que nous avons en commun, notre République, à soutenir les personnes en déphasage culturel, des personnes en déphasage intellectuel, des personnes en déphasage social et parfois en déphasage économique. Alors, par une circulaire du 1er juillet 1981, des zones dites d'éducation prioritaire ont été établies. Il faut bien dire que ça partait de l'idée de prendre finalement en considération la réalité différentielle qui existait dans notre République, qui faisait que d'un côté, nous avions des
zones géographiques ghettoisées. Nous avions des zones géographiques que nous appelons aujourd'hui des banlieues, nous avions des campagnes où généralement étaient reléguées des populations issues de l'immigration et des populations bien entendu autochtones qui habitaient déjà dans ces campagnes-là. Et dans ces zones, la République était malheureusement pas effective comme elle pouvait l'être dans des zones urbaines et développées. Et du coup, toutes les questions relatives aux devoirs de la République devenaient quasi impossibles ou inexistantes. C'est pourquoi le gouvernement a jugé bon, de par cette circulaire-là, de recenser toutes ces zones par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est la scolarité, donc l'éducation, pour en faire des zones d'éducation prioritaire, ce qui est bien entendu le fruit d'une institutionnalisation d'un principe gouvernemental qui est celui de la non-discrimination, mais ils l'ont utilisé en l'objectivant, faisant de ce principe un principe de discrimination positive, qui consiste tout simplement à prioriser toutes ces personnes qui se retrouvent dans ces zones-là en leur donnant plus de moyens que l'on allouerait à toutes les personnes, ou du moins à tous les établissements présents dans les zones favorisées, pour qu'ils aient des moyens afin de pouvoir eux aussi être dans les mêmes conditions de réussite, pour que eux aussi aient les mêmes chances de réussite en un mot. Eh bien, depuis 1981, malheureusement, malgré cette bonne volonté, les disparités restent constantes, les disparités restent même parfois aggravantes, bien que le développement arrive, bien entendu, avec toutes les politiques autour de manière effective et conséquente. Pour remédier donc à ces inégalités et les réduire avant d'espérer les éradiquer, l'État et en particulier l'éducation nationale ont mis en place des mesures fortes. Par exemple, la convention interministérielle entre les filles qui rétablit l'égalité filles-garçons au sein de l'école, qui inculque à ces jeunes personnes des valeurs d'égalité humaine, sachant qu'une fille était disposée à avoir les mêmes résultats scolaires qu'un homme selon ses compétences, selon son assiduité. Ne reléguant plus les femmes à l'école, de par l'école, à un simple rôle existentiel ou d'accompagnateur, ou du moins accompagnatrice. Alors, cette convention traduit la conviction selon laquelle la réussite de tout élève, la réussite de chaque élève est liée à la manière dont l'école porte le message de l'égalité, l'incarne et en assure l'effectivité. C'est donc à l'école que revient le lourd tribut, le lourd devoir de permettre l'égalité, de l'enseigner, de la défendre, afin que depuis le plus jeune âge, tous les enfants grandissent dans cette conception d'égalité, dans cette conception de valeurs communes. Puis, le gouvernement, en 2018, a commencé par mettre dans chaque établissement, notamment dans ces zones prioritaires-là, un référent égalité. Le référent égalité est justement là dans chaque établissement pour diffuser, jouer un rôle un rôle pédagogique dans l'apprentissage des valeurs de la République, notamment celle de l'égalité. Alors, vous conviendrez que malgré toutes ces bonnes actions, malgré ces mouvements qui interviennent plutôt en faveur de ces zones défavorisées pour qu'ensemble on ait une France forte, une France où les mêmes valeurs s'observent, malheureusement, des inégalités restent criardes. Ces inégalités qui ressembleraient à des inégalités observables dans des pays
que l'on dirait en voie de développement, alors que nous sommes bien entendu en France, une France grande, une France forte, une France très développée. Alors comment comprendre qu'il y ait ce déphasage entre les populations scolaires? C'est donc en tenant compte de l'hétérogénéité de ces populations scolaires que nous allons aujourd'hui essayer d'apporter ce qui résulte justement de ces inégalités scolaires. Quelles sont les conséquences de ces inégalités scolaires par rapport à la situation qui prévaut actuellement, qui est celle du Covid-19, la crise sanitaire qui a confiné tout le monde, donc qui a amené à la fermeture des établissements scolaires. Comment est-ce que les inégalités existantes déjà ont pu se proliférer, ont pu s'amplifier, et quelles sont les solutions que nous, à notre avis, nous pourrons probablement envisager? Rappelons-nous, Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, au début du confinement, avait déjà fait mention que en fait, l'éducation nationale n'avait pas de nouvelles de 5 à 8% des élèves et que la majorité de ces élèves étaient des élèves situés en zone dite d'éducation prioritaire, donc en zone prioritaire, en zone régie par les politiques de la ville. Heureusement qu'il y a bien entendu cet instrument qui est fort, qui est puissant, qui est les politiques de la ville, qui va permettre un certain nombre de mesures afin de venir en aide à ces populations défavorisées et essayer de leur donner une certaine humanité républicaine, une citoyenneté qui vaille et qui vaut, je dirais, pour tout le monde dans notre République. Ce qui traduit normalement aujourd'hui la fracture de déségrégation du lien social où règne la misère dans toutes ses formes, et elle est tantôt matérielle, tantôt même intellectuelle. C'est justement les révélations du fait du Covid-19 nous rappelant encore une fois des problématiques culturelles, des problématiques d'adaptation, des problématiques générationnelles entre les populations vivant dans les milieux défavorisés et ceux même vivant dans les milieux favorisés. Alors, je vous invite donc à rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je voudrais tout simplement procéder de manière que nous l'indique notre thématique, c'est-à-dire dans un premier temps, je vous parlerai justement de comment la crise a creusé les inégalités scolaires en vous énumérant les quelques-unes de ces inégalités scolaires, et dans une deuxième partie, j'évoquerai bien entendu les pistes de solutions que nous envisageons. Alors, grande 1, donc première partie, les inégalités scolaires, des conditions, des inégalités scolaires aggravées par le Covid-19. Alors, pour ce faire, on ne peut pas bien que consciente que les politiques de la ville, dans leur volet éducatif, viennent en aide, au secours, justement, par des politiques étatiques bien établies, par des contrats de ville, au secours de toutes ces populations en situation de fragilité, en situation de vulnérabilité, mais n'en demeure pas moins que des disparités énormes subsistent. C'est pour cela que nous allons essayer de détailler, comme je le disais tantôt, toutes les inégalités qui ont pu, enfin tous les éléments justifiant, sinon consacrant les inégalités, notamment sur des conditions matérielles, d'abord, aggravant les inégalités. En plus, nous allons voir les inégalités scolaires du fait des aptitudes ou pas intellectuelles et des modes culturels différents dans ces zones. Nous préférons donc
rétrécir en fait ou limiter notre analyse sur des zones prioritaires parce que ce sont des zones qui, enfin, dont s'occupent les politiques de la ville, donc les quartiers prioritaires. Et bien que vers la fin, nous vous prendrons quelques exemples d'inégalités scolaires qui pourraient subvenir aussi du fait du Covid-19, qui ne rentrent pas forcément dans le cadre des politiques de la ville, mais qui restent quand même des inégalités scolaires dont il faut prendre compte et dont il faut aussi prévoir des aménagements, des solutions. Alors donc, nous allons passer donc dans notre première partie. La première partie qui est donc consacrée à ces inégalités nous amène à parler des conditions matérielles aggravantes du fait du Covid-19. Tout d'abord, la situation sanitaire qui prévaut actuellement nous amène, bien entendu, à constater, pour le regretter, qu'il y a un manque important d'équipements informatiques et d'outils bureautiques dans ces zones prioritaires, dans ces quartiers prioritaires ou dans ces zones d'éducation prioritaire. Donc ce défaut d'outils ou de bureautique ou bien ce défaut de manque d'équipements informatiques fait que il y aura plusieurs ménages qui ne pourront malheureusement pas assurer les exigences scolaires du fait du Covid-19, donc qui contraignent à ce que les parents soient derrière leurs enfants, jouent un peu le rôle d'instituteur, même si le cadre est fixé par les instituteurs ou les enseignants du collège comme du privé, qui fixeraient un peu tout ce qu'il y aura à faire, tout ce qui sera nécessaire de faire. Mais vous conviendrez avec moi que malheureusement, c'est compliqué parce que pour bénéficier de la continuité pédagogique et accéder aux diverses plateformes de support de cours et d'exercices, par exemple la plateforme Ma classe à la maison, la possession d'un ordinateur est indispensable et dans ces familles, c'est presque de l'or. Pire encore, si l'on se retrouve dans l'hypothèse d'une famille nombreuse, vous comprendrez que c'est tellement difficile où on pourrait peut-être avoir un seul ordinateur et que sur ce seul ordinateur, on devrait faire travailler tous ces enfants, sachant très bien que tous, ils ont des mêmes exigences qui devraient répondre sensiblement aux mêmes horaires. Et les parents seront forcément dans la difficulté de pouvoir assurer une suite favorable à toutes ces exigences qui viendraient de tous les enfants ou des enseignants, des encadreurs de tous ces enfants. Donc c'est déjà un réel handicap pour ces enfants qui se retrouvent dans cette condition-là, dans cette situation. Il faut encore ajouter au moins une imprimante. Vous me diriez, à quoi ça sert? Oui, il faut, bien entendu, moi je l'ai vu ici et là, de par les petites enquêtes que j'ai faites sur Internet et même pendant au journal, c'est dit, il y a plusieurs élèves qui sont donc confrontés à la nécessité de devoir scanner les documents, de devoir scanner un certain nombre de choses, mais sans imprimante, vous conviendrez que c'est presque pas possible. Et donc, il faut une imprimante. Mais si on n'en a pas, on fait quoi? Et sachant que tous les magasins sont fermés et l'établissement, ou du moins les établissements en zone prioritaire, à ce jour, ne sont pas suffisamment dotés pour pouvoir produire une imprimante à chaque élève ou à chaque famille. C'est quasi impossible dans le contexte que nous vivons actuellement. Ensuite, nous avons des conditions d'apprentissage défavorisées, ou du moins c'est défavorable, en raison de conditions de vie difficiles. Ici, certaines familles vivent dans les logements insalubres, exigus, et je ne vais pas vous apprendre comment est-ce que ça peut être très difficile dans ce contexte-là de devoir se concentrer pour faire un certain nombre d'exercices qui nécessitent du temps, qui nécessitent de la réflexion pour les enfants, sachant qu'il n'y a qu'il n'y a pas son encadreur là qui est formé pour ça, son enseignant pour aider, pour accompagner. Et c'est vraiment difficile parce que c'est déjà le contexte même de se retrouver dans ce
confinement, confiné là, fait que finalement, il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver dépressives, qui peuvent se retrouver énervées, qui peuvent se retrouver sous pression et qui finalement n'auraient qu'une envie, c'est de se divertir autrement que par la concentration, que par le travail. Donc finalement, ces personnes-là ne pourront pas faire les exercices qu'on aurait pu leur demander de faire, tous les exercices qu'on aurait pu les allouer. Ensuite, nous arrivons aux problèmes financiers récurrents qui ne sont pas à exclure parce que beaucoup de familles bénéficiaient pendant le fonctionnement normal avant cette sombre période de Covid-19 de repas gratuits ou fortement subventionnés se retrouvent dans une situation où eux-mêmes malheureusement ne pourront plus se procurer ces repas qui étaient fortement subventionnés, ne pourront plus bénéficier de tous ces repas gratuits parce qu'il y a une difficulté et parce qu'il y a une réalité qui est là. Les services sont au repos, au stop, donc les services en question ne travaillent pas, et ces services ne travaillant pas, eh bien, les ménages se retrouvent dans une difficulté cuisante de pouvoir nourrir leurs enfants, et donc on se retrouve avec des ménages qui n'ont qu'un seul repas par jour quand ils en ont la possibilité, et c'est très difficile pour des enfants qui ont toujours eu l'habitude d'avoir 3 repas par jour, pour des enfants qui ont toujours eu l'habitude de varier leur consommation parce que à la cantine c'est bien, c'est beau, c'est propre, tout est rangé, on mange bien, on mange à sa faim. Donc vous voyez que même ce contexte-là, comme on dit chez nous en Afrique, un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous conviendrez avec moi que malheureusement, malgré la bonne volonté de certains de ces enfants-là, se retrouvant dans ce contexte, ils ne pourront malheureusement pas avoir les capacités, les aptitudes de concentration pour mener à bien leurs exercices. Encore voilà une inégalité qui s'installe du fait tout simplement de la faim. Alors, après avoir vu ces quelques inégalités matérielles, nous pourrons envisager, ou du moins nous allons vous parler des inégalités scolaires du fait des aptitudes intellectuelles ou pas et des modes culturels différents. Ici, nous verrons d'abord le difficile usage de l'outil informatique. Vous conviendrez qu'il y a déjà, même en France, des générations qui n'ont aucune connaissance de l'outil informatique, donc qui peuvent être des relations malheureuses, des générations qui soient encore actives et donc qui doivent s'occuper de leurs enfants et parfois de leurs petits-enfants pour une raison ou pour une autre et qui malheureusement, du fait du Covid-19, ne peuvent plus assurer. Pourquoi ces personnes ne peuvent pas assurer? Parce que tout simplement, elles ne savent pas se servir de l'outil informatique. Admettons même l'hypothèse que l'établissement s'organise à trouver un outil informatique comme l'a fait le président de l'université de Pau avec son équipe, qui ont par exemple convenu de venir en aide à tous les étudiants qui étaient dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de se trouver ou d'avoir un ordinateur. Ils ont proposé à tous ces étudiants de se faire connaître déjà, et en se faisant connaître, l'administration se chargeait de leur donner, de leur prêter des ordinateurs qu'ils utiliseraient tout le temps du confinement, du début des cours jusqu'à principalement à la période des examens, et qu'ils restitueraient à l'établissement à la fin des examens. Et si nécessaire, ils pouvaient prolonger pour d'autres raisons, si jamais il y avait des rattrapages, des choses comme ça. Donc, vous conviendrez que cette réalité-là, si les établissements venaient dans les quartiers prioritaires à l'appliquer, et donc fournissaient des outils informatiques aux familles des enfants qui sont soit dans les écoles primaires, dans les écoles même pré-primaires, grande section, moyenne section, qui sont dans les collèges et parfois les lycées encore, on peut dire, eux-mêmes ils peuvent s'en sortir pour certains. Eh bien, vous conviendrez que ces personnes malheureusement ne pourront pas aider leurs enfants parce qu'elles-mêmes ne savent pas utiliser l'outil informatique. Et si elles ne savent pas utiliser l'outil informatique, eh bien, elles ne pourront rien comprendre à la complexité de devoir se rendre dans chaque site pour pouvoir finalement
suivre la scolarité de leurs enfants. Donc, ce qui crée encore une inégalité qui fera que tous les autres enfants seront suivis pendant ce temps de confinement. Mais malheureusement, les enfants sortant de ces familles-là, où l'usage de l'outil informatique est quasi impossible, malheureusement ne pourront pas suivre et donc auraient déjà accusé un retard important par rapport à tous les autres enfants. Alors, donc, posséder le matériel informatique, c'est bien, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Puis, nous avons des parents non armés pour aider leurs enfants. Ça rejoint encore un tout petit peu la problématique évoquée tantôt sur le défaut de connaissance ou d'usage, de connaissance d'usage de l'outil informatique. Mais il est constant que dans les quartiers politiques de la ville, vous allez avoir des familles, des ménages où il y a des parents qui n'ont pas fait de grandes études ou du moins qui n'ont pas fait des études qui permettent non seulement toutes les aptitudes pédagogiques, c'est-à-dire de la patience, du temps, qui favorisent toutes ces contraintes auxquelles font face nos braves enseignants. Eh bien, ces personnes-là, parfois, il y en a en France, des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et parfois, même quand ils le savent, ils ne peuvent pas expliquer ou comprendre la complexité parfois des exercices que les enseignants donnent. C'est majoritairement le cas de plusieurs de nos compatriotes, généralement femmes des quartiers de la ville, qui sont généralement issues des cultures différentes, et donc quand elles arrivent en France, elles n'ont pas forcément la maîtrise de la langue et ça peut déjà poser problème. Mais avant même de parler de la maîtrise de la langue, même les Français eux-mêmes qui sont de souche, qui sont autochtones, il y a des Français qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément fait des études ou qui ne peuvent pas forcément avoir les connaissances qu'ont certains enseignants ou même certaines personnes ou même des connaissances toutes simples pour pouvoir aider leurs enfants à la maison. Donc ça crée déjà aussi une réelle inégalité par rapport à tous ces enfants dont les parents sont intellectuels, dont les parents sont dans les métiers de l'intellectualisme, alors que pour certains, la majorité de ces enfants habitant dans les quartiers, ils ont des parents qui sont pour la plupart manœuvres, qui sont pour la plupart dans les métiers plutôt techniques, plutôt manuels, plutôt qui ne sont pas forcément des métiers intellectuels et donc qui n'ont pas prédisposé malheureusement ces compatriotes-là à la réflexion sur, qui n'ont pas prédisposé ces compatriotes-là à pouvoir suivre eux-mêmes leurs enfants parce que ils se sont épanouis dans quelque chose qui leur plaît, dans quelque chose qui sert, qui est utile à la République, à la vie de tout le monde, mais qui malheureusement ne saurait suppléer le rôle de l'enseignant à la maison. Et majoritairement, ces enfants, en temps normal, sont suivis par un certain nombre de dispositifs mis en place par l'État, par les collectivités et par des associations qui viennent notamment en aide à ces parents, à ces enfants aussi, en leur octroyant des cours de soutien à la maison, des devoirs, des répétiteurs, si vous voulez, à la maison pour essayer d'aider ces enfants. Donc, à part donc, ces difficultés du fait des parents qui ne sont pas forcément armés, il faut déjà noter que c'est une grosse frustration pour les parents de devoir vivre ça parce qu'ils se retrouvent impuissants à aider leurs enfants et ils ne savent pas quoi faire. Et c'est d'une frustration mais grande, parfois pouvant les amener à se dire que ce qu'ils font au quotidien est inutile par rapport à ce qu'ils devraient faire, alors que non, tout le monde contribue au développement, à la vie de la nation, mais sauf que tout le monde ne peut pas tout faire. C'est bien entendu pourquoi l'école de la République est là pour pallier à toutes ces irrégularités. Mais malheureusement, du fait du Covid-19, elles existent, ces irrégularités. Puis nous avons donc le difficile accompagnement des élèves en situation de handicap. Encore hier, j'ai regardé au journal télévisé qu'il y avait des familles, notamment de parents d'autistes, qui étaient dans une vraiment difficulté qui les
amener à la dépression de ne pas pouvoir prendre en charge leurs propres enfants, de ne pas pouvoir suivre leurs enfants parce que c'est des enfants qui sont généralement suivis, parce qu'il y a là l'absence d'âge et tout cela leur est préjudiciable, non seulement préjudiciable aux parents, qui pour la plupart doivent aussi assurer euh, euh, leur travail, parfois par vidéoconférence, par télétravail, mais qui malheureusement aussi ne peuvent pas s'occuper, ni même comprendre, ni même communiquer correctement. En plus, donc après ces difficultés du fait des handicapés, des personnes vivant avec un handicap, des enfants vivant avec un handicap, donc qui sont scolarisés. Nous avons des problèmes linguistiques non facilitateurs, bien entendu. Je l'avais déjà précédemment évoqué sur notamment des parents qui aussi, encore une fois, sont dans les quartiers prioritaires et qui malheureusement ne peuvent pas assurer la continuité pédagogique de leurs enfants parce que déjà ne parlent pas la langue française, parce qu'ils sont issus de l'immigration, parce que ils se retrouvent donc dans un contexte où malheureusement ils peuvent pas comprendre ce que recommande le maître, ce que recommande la maîtresse, ce que recommande l'enseignant du collège ou du lycée parfois, bon surtout du collège. Et donc ça crée encore une fois des inégalités qui vont faire que ces enfants auraient perdu 6 semaines, bah, du moins 7 à 8 semaines de leur scolarité par rapport aux autres, parce que les autres sont toujours en continuité pédagogique, sont toujours en continuité scolaire. Après, avant d'aller dans le grand 2, donc dans les solutions, les pistes de solutions que nous envisageons, j'aimerais tout de même rappeler vite fait que ces disparités-là, ces inégalités scolaires que je venais d'énumérer, il peut en avoir d'autres, mais nous avons choisi de ne garder que celles-là, peuvent aussi exister dans d'autres contextes, pas forcément dans les quartiers politiques de la ville, donc dans les zones prioritaires, peuvent exister dans d'autres contextes, notamment dans les quartiers parfois favorisés, hein, parfois où il y a tous les parents qui sont super occupés, qui sont super intelligents, qui ont des enfants qui vivent et sont élevés dans de très bonnes conditions, mais du fait de la réalité sanitaire qui impose ses parents à devoir travailler à la maison, pour la plupart s'ils ont des responsabilités importantes dans leur travail, ils sont malheureusement contraints de devoir assurer ces responsabilités depuis leur maison, alors ça devient quasi impossible de devoir jumeler entre son travail et suivre ses enfants, sachant que pour les quelques parents que j'ai pu rencontrer, ça peut paraître agaçant de devoir jouer le rôle du maître parce que bah, ses parents n'ont pas l'habitude n'ont pas les aptitudes pédagogiques, n'ont pas la patience qu'ont tous ces enseignants aujourd'hui. Donc forcément, ça peut créer des tensions au sein des familles et des frustrations énormes. Et cela va forcément contraindre à ce que les enfants vont devoir. Donc vous conviendrez encore une fois que ce n'est pas du tout facile. Donc même pour ces enfants-là, qui ne sont pas dans les quartiers politiques de la ville, qui ne sont pas en zone prioritaire, eh bien, du fait des occupations professionnelles de leurs parents, vont être eux aussi en situation d'inégalité. Il n'y a pas que les enfants, comment dirais-je, les enfants des professionnels très engagés ou qui occupent des fonctions qui devraient malheureusement, qui ont dû continuer pendant cette période de Covid-19. Il y a aussi des étudiants ayant des enfants ou des mères isolées qui doivent assurer entre leur travail et la responsabilité de pouvoir s'occuper de la scolarité de leurs enfants. Ce qui, bien entendu, n'est pas forcément chose facile, sachant déjà le contexte du confinement qui n'est pas déjà facile pour un certain nombre de ménages, pour un certain nombre de personnes, du fait des conditions d'habitation, du fait des conditions de vie dans lesquelles ces personnes se retrouvent et devoir gérer entre son travail et la scolarité de son enfant. Je vous assure que le choix est vite fait et le choix ne sera pas forcément celui de poursuivre la scolarité de son enfant. Le choix, ce sera celui de préserver son emploi, celui de respecter et de répondre
de répondre aux exigences de son employeur. Ce sera le choix. Et ce choix, malheureusement, se comprend parce que si ce parent venait à perdre son emploi parce qu'il devait assurer la scolarité de son enfant, vous conviendrez bien avec moi que c'est difficile pour l'après-Covid-19. Alors, on sacrifie l'enfant ou on se sacrifie? Eh bien, plusieurs enfants ont été sacrifiés, laissant de côté leur scolarité et les inégalités. J'espère avoir été brève dans ce résumé des inégalités scolaires du fait du Covid-19, donc qui concernent principalement les quartiers politiques de la ville, mais aussi qui concernent aussi en grande partie même les quartiers favorisés, notamment du fait de des exigences professionnelles des parents qui sont donc obligés de devoir choisir entre leur carrière. Alors, donc après avoir fait nous laisse faire en bref résumé de toutes ces problématiques scolaires du fait du Covid-19, donc qui concernent principalement les quartiers politiques de la ville, nous avons aussi quand même, avec une propension non négligeable aussi, les quartiers dits normaux, les quartiers favorisés, malheureusement avec les difficultés relatives aux familles isolées, donc aux mères isolées ou aux pères isolés, parce qu'il y en a aussi, aux difficultés relatives justement à la nécessité de devoir combiner les exigences professionnelles tenant à la préservation de son travail et à sa carrière et les exigences de l'avenir de son enfant. Et bien vous le comprendriez bien parce que le choix il est vite fait. Donc beaucoup d'enfants aussi vont se retrouver abandonnés à eux-mêmes en essayant de se débrouiller pour pouvoir répondre favorable à tous les cours qui auraient pu avoir lieu, comme d'autres malheureusement qui ne pourront pas eux-mêmes se prendre en charge, notamment avec les enfants du primaire, avec les enfants qui ne savent pas utiliser d'outils informatiques, avec les enfants qui... vous voyez un peu toutes ces difficultés. Les parents sont forcément, pour la plupart, en cette période de Covid-19, démissionnaires, parce qu'ils ne peuvent pas assurer. Non seulement parce qu'ils n'en ont pas les aptitudes, parce que Monsieur n'est pas habitué au devoir pédagogique de devoir être patient avec les enfants parce que il est confiant de l'école de la République qui a la responsabilité de s'en occuper. Et devoir se retrouver à s'occuper de son enfant, c'est presque... euh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, nous comprenons que bien que les inégalités existent, les inégalités scolaires existent, euh, cette période de Covid-19 est venue vraiment les amplifier, est venue les étendre même à tous les secteurs, c'est-à-dire à toutes les zones urbaines. Ce ne sera plus seulement le cas des quartiers politiques de la ville, mais bien entendu, tout le monde qui sera concerné, pour des raisons bien entendu différentes. Alors passons à la deuxième partie de notre exposé qui porte justement sur les solutions pour remédier aux inégalités scolaires causées par la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Alors, en essayant de rester vraiment brève, nous allons alors quelques solutions pour remédier à notre problème ou du moins à nos inégalités scolaires du fait du Covid-19. Juste rappelons-nous que ces inégalités sont énormes. Énormes dans des quartiers défavorisés, énormes pour les parents qui n'ont pas pu assurer la continuité pédagogique à la maison de leurs enfants du fait de leur travail. Je pense notamment aux parents des enfants du personnel soignant et aux parents. Mesdames et messieurs, vous conviendrez que ces inégalités sont criardes, que ces inégalités sont non négligentes parce que tout simplement, elles ne concernent plus que les quartiers politiques de la ville, elles vont devoir concerner non seulement en grande partie et de manière vraiment extrêmement conséquente les quartiers politiques de la ville, mais aussi les quartiers
favorisés parce que tout simplement, plusieurs parents d'enfants de ces quartiers favorisés n'auraient pas pu assurer la continuité pédagogique pour leurs enfants. Ce qui va notablement ne favoriser que tous les enfants dont les parents ont pu assurer la continuité pédagogique. Moi qui vous parle, prenons vraiment un exemple qui est clair. Je suis mère et durant cette période de confinement, donc de cette période, voilà, cette crise sanitaire, j'avais tellement des exigences universitaires à remplir qui ne m'ont même pas laissé une seconde pour m'occuper de mon enfant. J'ai dû commencer la première semaine, j'ai vu que je ne m'en sortais pas à devoir m'occuper de ma propre scolarité, de mes propres exigences universitaires combinées à celles de mon enfant. Vous conviendrez que le choix a été vite fait. Je me suis dit, je vais d'abord me concentrer sur ce qui est de moi. Quand j'aurai fini, je consacrerai du temps pour mon enfant. Eh bien, par rapport aux autres, je suis consciente qu'il a dû rater un certain nombre de choses parce que 6 semaines, c'est énorme. 6 semaines, devoir rattraper 6 semaines, ou ça ne fera pas 6 semaines parce que d'ici le 12, ça fera sensiblement 8 semaines, 8 à 9 semaines. Donc, de par même les chiffres que, certes, nous considérons aujourd'hui qui sont ceux publics, donc qui sont des élèves dont le ministère de l'Éducation nationale n'a pas d'information, qui est sensiblement à 10% aujourd'hui, des élèves, notamment ceux des quartiers politiques de la ville, mais parmi les élèves même dont les parents ont, enfin, dont l'Éducation nationale a des nouvelles, il y a aussi des élèves, bien entendu, qui malheureusement n'ont pas pu faire leurs devoirs correctement, n'ont pas pu être accompagnés correctement ou n'ont rien fait du tout, mais ont juste fait signe de vie. Alors donc, dans notre deuxième partie, nous envisageons quelques pistes de solutions. Et d'abord, les solutions à court terme. Comme solution à court terme, reconnaissons d'abord que cette crise sanitaire sans précédent est un mal, mais un mal pour un bien, donc ce qu'on conviendrait d'appeler un mal nécessaire. Alors, ce mal nécessaire est que, eh bien, tous nous sommes plantés, tous nous souffrons. Il y en a ceux qui souffrent psychologiquement, ceux qui souffrent physiquement, ceux qui souffrent financièrement, économiquement, socialement. Eh bien, le bien dans tout cela par rapport au sujet qui est le nôtre, donc qui est les inégalités du fait du Covid-19 en milieu scolaire, nous avons, grâce à cette crise, la faculté qu'ont les personnes à s'adapter, à réagir pour traverser les périodes difficiles. Et en ce sens, la France est vraiment un exemple du point de vue social de solidarité et de se dire qu'on va quand même essayer de faire. Nous avons le bien est que donc les gens sont préparés à s'adapter. Donc il y a plusieurs enseignants qui n'ont, je suppose, jamais eu le temps, sinon la possibilité de faire des cours en ligne et tout. Ils ont dû s'adapter, ils ont dû apprendre alors qu'ils n'avaient pas forcément les formations nécessaires pour cela. Donc nous proposons que demain, dès que tout semblerait rentrer dans l'ordre, qu'il y ait des formations offertes à tous ces enseignants pour encore renforcer leur capacité en NTIC pour que demain... Eh bien, donc pour poursuivre, nous avons la deuxième proposition que nous émettons qui est donc celle du rattrapage des cours. Le rattrapage des cours est une nécessité, est une évidence. Car finir la totalité, c'est vrai que finir la totalité du cours ne devra donc pas être la priorité de l'enseignant. Il devra veiller au bon rattrapage des cours. Parce que ça ne sert à rien que dès la rentrée prochaine, au déconfinement, que les enseignants se précipitent à poursuivre ce sur quoi ils sont restés jusque-là, dans la continuité pédagogique en période de confinement, sachant ces importantes inégalités. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est bien entendu de
prioriser le rattrapage des cours pour toutes les personnes qui n'ont pas pu les rattraper. Et vu toutes les informations que j'ai de l'école de mon fils, qui donc nous informe que le déconfinement se fera de la manière suivante. En fait, l'école ne reviendra pas comme à l'habitude, c'est-à-dire qu'ils auront cours 2 jours sur 2, généralement. Donc, ce qui fait que les 2 autres jours, les élèves iront en périscolaire, donc ne seront pas en cours. Cela permettrait, bien entendu, que les 2 jours où ils sont censés aller en périscolaire, eh ben, qu'on y mette que les enfants qui ont eu une scolarité normale, malgré le confinement, de parler de leurs parents ou de leur entourage, et que pour les enfants qui n'auraient pas eu la possibilité de poursuivre les études pendant cette période de confinement, on prenne ces jours qui devraient être les jours de récréation en périscolaire pour les jours de cours afin de combiner le retard accusé du fait du Covid-19. Je ne sais pas exactement, c'est une manière de faire que je propose, comme on peut proposer autrement, demandant par exemple à aller à l'école que les enfants qui auraient accusé un retard et à aller en périscolaire que les enfants qui auraient suivi leur scolarité normalement. Donc c'est une proposition. Et donc l'enseignant devra être vigilant à vérifier ce que l'élève a effectivement fait ou pas pendant le confinement et surtout à la bonne compréhension, parce que c'est une chose de faire rapidement, on peut être aidé et faire ce qui est demandé par l'enseignant, mais est-ce que l'enfant a compris? Est-ce que l'élève a compris? Il faut que l'élève, enfin les enseignants reviennent d'abord sur tout ce qui a été fait pendant le confinement, savoir qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, et qui l'a bien fait, qui ne l'a pas bien fait, qui l'a compris, qui n'a pas compris, et à partir de là, réorganiser leur emploi du temps, l'idéal n'étant pas de faire tout pour finir le programme scolaire, mais faire le tout pour sauver l'année en sauvant le nécessaire, enfin en sauvant les acquis. Donc voilà une proposition que nous faisons. Puis, quant aux évaluations, nous avons aussi une proposition. Il faut au moins dans cette période de crise sanitaire, bien entendu, que l'enseignant valorise, encourage l'élève pour qu'il continue à être motivé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour travailler, chercher à le piéger ou le noter durement aurait pour effet de décourager et de mettre en difficulté une grande partie de nos élèves qui sont déjà en déphasage important de la scolarité, qui ne sont pas déjà très motivés par la scolarité, parce que notons-le bien, plusieurs de nos compatriotes, de nos jeunes compatriotes qui vivent malheureusement dans les quartiers prioritaires, les quartiers politiques de la ville, sont pour la plupart du fait des cultures intrinsèques qui sont les leurs, dans une conception où l'école n'est pas forcément la valeur sûre. Et donc revenir après cette période sur les répréhensions, sur la contrainte, sur la dureté que peut représenter l'institution scolaire, ça n'aura qu'un effet que celui du décrochage scolaire, celui-là dont nous envisageons, enfin nous souhaitons de la bienveillance de la part de tous les enseignants qui vont noter ces jeunes élèves-là après cette période du Covid-19, donc pendant la période de confinement, pour qu'ils puissent finir leur année en sérénité, non pas en les favorisant pour rien, mais en reconnaissant les efforts qui sont faits et surtout en les encourageant. C'est sûr que nous n'avons pas de leçons à donner à nos chers enseignants là-dessus, ils savent quoi faire et nous leur faisons confiance. Après, il y a l'orientation. Sur l'orientation, nous avons aussi quelques propositions. Par exemple, l'enseignant devra bien prendre en compte le temps de jauger l'élève, de comprendre par exemple ce qu'il aime, ce qu'il sait faire, et de se faire expliquer ses difficultés avant de diriger dans une voie de garage dans laquelle il sera en échec, par exemple, pour longtemps, voire définitivement. Donc, la période étant vraiment sensible, il est important pour nos chers enseignants qui vont devoir reprendre dès le déconfinement prochain au 11 mai, de vraiment
prendre dans les paramètres d'orientation, surtout pour les élèves de 3e et les élèves de 6e, enfin les élèves de CM2, dans ces périodes d'orientation, de savoir ce que l'enfant voudrait faire, ce à quoi il est prédisposé, quelles sont ses facilités, et il faut vraiment tenir compte de là, du moins pour cette année, de sa volonté. Que ce ne soit pas une volonté fantaisiste, que ce soit une volonté réelle, une volonté utile, non seulement pour lui, mais pour la République, pour tout le monde, et pour ses parents, pour tout le monde en fait, mais d'abord pour l'enfant, afin de ne pas le braquer dans une posture d'affront qui fait que bah, on m'a imposé cette filière, on m'a imposé cette orientation, et bah je m'en fous, je la fais pas, ou bah je la fais mais je la fais mal. Enfin, vraiment, nous invitons vivement les enseignants à vraiment prendre le temps, bien qu'ils n'en ont pas suffisamment, je suppose, mais de savoir l'orientation, vers quoi est-ce que c'est nécessaire ou pas, et en tenant bien sûr compte de la vie des enfants. Puis nous avons, ça ce sont des solutions vraiment à court terme. Puis nous avons les solutions à moyen et long terme. Dans les solutions à moyen et long terme, il faut pour nous s'attaquer aux inégalités scolaires. Aux inégalités scolaires des plus jeunes, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire le préscolaire, quoi. C'est-à-dire des élèves qui sont en moyenne section, en grande section. Il faut vraiment commencer à ce que l'école intègre ces inégalités qui sont d'origine sociale, qui sont d'origine sociétale, bien sûr, mais qui arrivent à l'école. Donc, il faut que l'école arrive à les gérer pour que ces inégalités cessent. C'est pourquoi, dans le mémoire précédemment écrit, nous avons proposé cette contribution des ateliers ou des espaces en milieu scolaire de parole libre, bien que ces milieux ne soient réservés qu'à un certain public, pas pour l'instant pour les plus jeunes, mais ça peut s'étendre dans ce sens-là, afin de vraiment connaître ces élèves, connaître d'où ils viennent, connaître quelles sont leurs réalités du quotidien, comment est-ce qu'ils les affrontent, et quel est le rôle de l'école dans cela, pour que tous se sentent bien dans l'école de la République, et pour que tous soient disposés demain à aspirer aux mêmes choses, à avoir les mêmes conditions de réussite, à aspirer à des postes à responsabilité, d'où qu'ils viennent des quartiers dits prioritaires aujourd'hui, ou qu'ils viennent des quartiers normaux ou dits favorisés, si vous voulez. Et donc, un des grands rôles de l'école, comme je le disais tantôt, est d'enseigner et de préserver les valeurs de la République. Et ces valeurs doivent être inculquées depuis le plus jeune âge, dès que possible, dès que nécessaire, pour que chaque enfant en soit non seulement le dépositaire, mais surtout le défendeur. Donc c'est en cela que nous envisageons pour les valeurs de la République, qu'elles soient inculquées afin de limiter justement les inégalités scolaires, rendant effective la citoyenneté dès le plus jeune âge, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors, il faut aussi renforcer les moyens de l'éducation prioritaire. C'est vrai que de sommes colossales sont déjà allouées dans ces secteurs-là, que l'État fait d'énormes sacrifices, du moins d'énormes progrès dans la prise en charge des zones dites prioritaires, par le biais des politiques de la ville, justement, par le biais des contrats de ville signés, donc qui vont prendre en compte non seulement l'éducation proprement dite, l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, en fait la prise en compte de chacun des membres de cette société française que nous voulons grande, que nous voulons effective, que nous voulons égale pour tous, en droit du moins. Et donc il est nécessaire qu'il s'établisse un certain nombre de droits pour que tout le monde puisse jouir de sa citoyenneté, même en devenir depuis le plus jeune âge, en acquérant les valeurs nécessaires à cette citoyenneté. Il faut donc renforcer, bien sûr, pour y arriver, les moyens de l'éducation prioritaire qui sont déjà conséquents, mais ce qui est le plus important, c'est l'inclusion des populations concernées dans la prise de décision, dans
la stratégie, comment on appelle, dans les objectifs stratégiques, dans les objectifs opérationnels, en fait, dans la prise de décision de tout ce qui va concerner la vie de ces concitoyens-là. Il faut qu'eux-mêmes soient acteurs et qu'ils ne soient pas seulement un réceptacle de toutes les mesures prises par d'autres personnes et qui devraient leur être appliquées. Il faut qu'il y ait des représentations issues de ces milieux prioritaires pour qu'ils se sentent de plus en plus concernés et pour qu'ils sachent que les mesures qui leur sont appliquées sont d'abord pour leur bien et non pas un caractère seulement de contrainte ou d'obligation. Les politiques ont donc évolué à cet effet, mais les moyens sont-ils toujours à la hauteur? Donc voilà encore toutes ces problématiques. Il faut nécessairement dont il faut nécessairement en tenir compte. Des enseignants plus expérimentés doivent être envoyés bien sûr dans ces milieux et ils doivent être mieux payés parce que, vous le savez, ce sont des enseignants qui sont confrontés à 10 fois plus de difficultés que ceux qui sont dans les milieux aisés parce qu'ils ont une lourde charge de devoir resocialiser, ramener à l'école tous les enfants de la République qui se perdent. Donc, il faut leur reconnaître ce rôle fondamental et qui leur demande un travail supplémentaire, d'où la nécessité de n'envoyer que là-bas, dans ces zones prioritaires, que les enseignants expérimentés. Et des matières attractives aussi devraient. Aussi, il faut faire évoluer la pédagogie comme proposition, donc bien sûr à long terme. Certains enseignants ont dû, par exemple, se mettre à s'adapter à de nouvelles technologies, nous l'avions déjà dit précédemment. Donc, il faut leur permettre d'avoir des formations vraiment abouties, leur permettant de répondre aux exigences du monde actuel qui sont de l'ordre de NT, que tous les enseignants devraient avoir la maîtrise de cet outil pour que demain, si malheureusement, nous sommes encore obligés d'être confrontés à ce genre de situation que nous traversons actuellement, que nous sachions comment répondre de manière rapide et efficace à toutes ces problématiques sans pourtant mettre à mal tous les enseignants qui devraient assurer la continuité pédagogique. Donc voilà encore, la pré-crise sanitaire devrait les encourager plutôt à poursuivre dans cette voie et à suivre des formations comme nous le disions tantôt. Donc encore une fois, nous leur disons merci pour ceux qui ont pu continuer malgré eux, malgré le déficit de formation, mais ils ont su pour la plupart s'adapter. Puis, comme proposition, il faut bien entendu éviter les inégalités face aux devoirs. Les devoirs surveillés, effectués en cours, seraient plus justes, par exemple. Ce fonctionnement qui mettra un certain temps avant de se mettre en place rétablirait une égalité des chances. Parce que les devoirs faits à la maison, forcément, traduisent une inégalité. Si à la maison, on a des parents qui n'y comprennent rien à l'école, qui n'ont pas de temps pour la scolarité de leurs enfants, c'est sûr que les devoirs qu'on leur attribue de faire à la maison seront forcément sous-notés par rapport à ceux-là qui ont des parents qui sont assidus dans la scolarité de leurs enfants et qui s'y connaissent surtout. Donc, il faut vraiment privilégier les devoirs à la maison comme à l'université. Il faut vraiment privilégier les devoirs sur table, les devoirs surveillés, les devoirs faits à l'école pour établir l'égalité scolaire, pour donner les mêmes chances de réussite à tous les enfants. Parce que considérer que la majorité de devoirs devra se faire comme actuellement à la maison et sachant les réalités sociales. Finir donc sur ces propositions, notamment sur les inégalités suite aux devoirs, en fait, face aux devoirs. Il n'est pas pour nous normal, encore une fois, sachant ces contextes-là, de considérer majoritairement en milieu scolaire, surtout là où les enfants ne sont pas en mesure de se prendre forcément eux-mêmes en charge, que les devoirs, ou du moins majoritairement, comme je le disais tantôt, les devoirs faits à la maison, sachant que certains élèves pourront utilement être aidés que d'autres, et cela créerait forcément des inégalités dans les résultats,
parce qu'il y en aura des parents qui s'adonneront activement et parce qu'ils en ont les moyens dans le suivi des devoirs de plusieurs de leurs enfants et d'autres malheureusement n'auront pas la possibilité de travailler leurs devoirs à la maison avec leurs parents, bien que nous reconnaissions qu'il y ait quand même un certain nombre de mesures mises en œuvre sur les aides aux devoirs pour les enfants, mais nous préférons que les devoirs sur table soient véritablement la règle pour tous, pour établir l'égalité entre les te souviens ton zombie et ton meilleur jouet? Te souviens ton meilleur jouet? C'était les zombies et tout ce que ça fait, c'était les zombies, les lots, tout ça fait. Papa, t'étais zombie, tu te souviens? Oui, tu peux me laisser finir s'il te plaît, merci. D'accord. Alors donc, voilà, encore une réalité suite au Covid-19. Très difficile de travailler, j'essaie de le faire plus tard, qu'en tout cas, même là, c'est pas possible, parce que oui, il faut remplir ces exigences scolaires qui sont miennes, et il faut en plus remplir ces exigences scolaires qui sont, et ces exigences même sociales de vie courante, qui sont celles de mon fils, bien entendu. Bah voilà, le contexte du Covid-19, les inégalités. Alors donc, encore une fois, les devoirs surveillés effectués en classe sont pour nous plus justes, car ce fonctionnement permettrait dans un certain temps de se mettre en place et rétablir les égalités de chance. Ça, c'est pour la période post-Covid-19, c'est-à-dire pour l'année prochaine peut-être. Ce sont des propositions de solutions à long terme, non pas à court terme, parce que bien entendu, nous avions déjà évoqué les solutions à court terme. Alors pour conclure, nous dirons tout simplement que nous avons observé durant cette période de Covid-19 qui continue malheureusement, malgré les espoirs de déconfinement et d'habitude au virus corona, et bien entendu, il y a quand même eu en France une grande solidarité qui a vu le jour, une grande solidarité de toutes les catégories de population confondues. Nous espérons tout simplement que cette solidarité perdure et qu'elle ne soit plus mise à mal pour des quelques intérêts politiques qui soient. Parce que nous comprenons qu'ensemble nous sommes plus forts et qu'ensemble nous allons plus loin. Puis il faut notamment, bien entendu, du fait de tout ce qui s'est passé pendant cette période de Covid-19, accélérer les réformes et des réformes utiles et moins exclusives, des réformes qui permettraient certainement de mieux fonctionner dans l'avenir et surtout de faire se sentir concerné chacun des fils de la République. Ça, c'est vraiment une priorité qui sauvera la France de l'après-Covid-19 parce que, encore une fois, ensemble, nous serons capables de surmonter à ce défi sans précédent. Il y a donc une nécessité pour nous d'avoir des réformes plus humaines plutôt qu'économiques, car cette crise nous a prouvé quelle était réellement la valeur humaine, quelle était l'utilité d'un certain nombre de métiers qui seront certainement revus et quelle est la considération méritée que nous devrions consacrer à un certain nombre de corps de métier, notamment les professionnels de santé, donc les soignants, mais aussi et surtout les enseignants. Les enseignants parce que c'est grâce à eux qu'existent aujourd'hui les médecins. C'est grâce à eux qu'existent aujourd'hui tout métier confondu, parce que ce sont eux qui sont le fondement de notre République, le fondement de notre développement, le fondement de notre société. Sans ces enseignants, que ce soit du pré-primaire jusqu'à l'université ou même poste, nous n'aurions pas aujourd'hui la possibilité de résister à cette terrible épreuve que nous venons de passer ou que nous sommes en train de passer et que nous espérons
passé. Et il faut donc reconsidérer leurs conditions de travail, leurs récompenses et leur vie, tout simplement. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, nous vous remercions d'avoir prêté attention et nous espérons tous ensemble que cette période sombre soit pour nous tous demain qu'un vieux et mauvais souvenir et qu'ensemble, la France forte sera à la hauteur des attentes de la période Covid, post-Covid-19. Je vous remercie.